On attaque aujourd'hui donc la troisième journée de cours. Donc on aura comme d'habitude 3 présentations. Donc on va commencer avec Valentin. Ensuite il y aura Lucille qui va conclure son cours. Donc ce sera la dernière session aujourd'hui. Et donc on va arriver à la fin de ce schéma. On a très hâte. Et en fin de matinée du coup, Julien, donc ce sera plus un atelier qu'un cours. Dehors, je pense. Voilà, dehors. Ce sera cool en fin de matinée. Ok, bon, bonjour à tous. J'espère que vous êtes chauds. Il va falloir faire marcher ces neurones. Moi aussi. Donc, je vais. Ah oui. Donc cette séance commence par le raisonnement et ses limites. On va parler des heuristiques et biais que vous connaissez tous, mais on va essayer de comprendre de quoi on parle quand on parle d'heuristiques et biais, comment ça fonctionne. Je vais aborder des notions telles que des modèles, c'est-à-dire des formalisations pour estimer ou approximer le vrai état du monde. C'est-à-dire qu'il y aura un poil de maths. Très simple. Il n'y a pas besoin de décrire, c'est vraiment genre des fonctions qui illustrent le principe de manière visuelle. Mais s'il y a des matheux qui veulent intervenir ou corriger, s'il vous plaît, feel free to intervenir. Feel free to intervenir. C'est comme ça qu'on parle aux States. Ok. Ok, alors je reviens vite fait sur la fin du premier cours. Donc l'idée c'est que pour agir sur le monde, l'être humain a besoin d'estimer l'état actuel, l'état futur du monde. D'où le fait que constamment le cerveau formule des prédictions, ce qu'on appelle le cerveau prédictif, pour ceux qui sont un peu contre cette notion. Et donc en fait pour ça on accumule de l'évidence, c'est-à-dire qu'on accumule de l'information, et dans cette information il y a l'information qui est pertinente, ce qu'on appelle le signal, et l'information qui est non pertinente, qu'on appelle le bruit. On accumule en permanence les deux, et c'est ça qui va faire qu'on va plus ou moins, qui va influencer notre jugement, nos prédictions sur l'état du monde. Et donc la métacognition participe à ce processus, et donc ça ressemble à, on voit un stimulus, pour rappel de ce fameux schéma, si jamais on n'a pas d'a priori sur le stimulus, on devrait partir, on devrait être indifférent. Donc imaginons là, il faut déterminer s'il y a plus de formes dans le carré de gauche ou de droite, il faut déterminer droite correcte ou gauche. A priori on part d'un point de départ, et plus on regarde, plus on accumule de l'information sensorielle. Et donc au début, imaginons la forme bouge, on manque de temps. On peut accumuler de l'information qui peut nous amener à nous dire il y en a plus vers la gauche, c'est un peu inversé. Et puis plus on accumule d'informations, plus en fait on corrige le tir, jusqu'au moment où on a accumulé suffisamment d'informations pour avoir atteint notre propre seuil de décision, où on se dit ok, étant donné les contraintes, j'ai accumulé suffisamment d'informations et je peux faire une prédiction sur il y a plus de formes, d'objets dans la forme de droite. Voilà. Je reviens sur ce schéma-là, donc en fait on a cette distribution qui correspond à dire à quel point est-ce que le cerveau a accumulé d'évidence. Donc en fait le cerveau il forme une distribution de probabilité. Là dans ce cas-là, il y a la distribution de probabilité est en faveur il y a plus de points sur la droite. Voilà, concept un peu maths, mais en gros c'est comme si le cerveau calculait l'intégrale, donc l'axe sur la courbe, et il y a un peu plus d'évidence en fonction de la forme de droite, ce qui correspond à dire il y a plus de probabilité pour qu'il y ait plus d'objets dans le carré de droite. Voilà. Ce qui nous amène, une fois qu'on est arrivé à ce moment de décision, on peut, si on a un comportement à émettre, par exemple déclarer dans une tâche, appuyer sur gauche pour dire il y a plus d'objets dans la forme de gauche ou droite, ça va être le comportement, et si on nous demande de verbaliser ou de communiquer, on va également associer à ça un degré de confiance qu'on va communiquer. C'est également ce qu'on fait quand on communique, lorsqu'on discute et qu'on dit oui, non, je suis sûr de moi. En fait, on traduit un peu ce processus-là d'accumulation d'évidence. Voilà, donc on prend la décision, on a une confiance qui est associée, et si jamais on nous propose de rechercher plus d'informations en fonction du niveau de confiance, par exemple là, la personne n'est pas à 100%, en fait elle est autour de 60-70%, on peut estimer que c'est pas suffisant, qu'on est quand même proche de « je suis pas sûr de moi ». Si on offre la possibilité à la personne de chercher plus d'informations, il y a des chances qu'elle dise « ok ». Et si c'est ok, étant donné que là, la personne est arrivée à un certain seuil de décision, si on lui propose de lui remontrer une deuxième fois quelque chose qui retranscrit l'état du monde, le point de départ ne sera pas indifférent, puisqu'il y a déjà de l'évidence qui a été accumulée, en fait des croyances. Donc la personne partira un peu plus du point à la droite, et l'accumulation d'évidence se fera beaucoup plus vite. Oui. Ce type de modèle, il a été, je suppose qu'il a été validé des preuves empiriques expérimentales, oui. Mais la validité externe de ce genre de modèle, c'est comment Qu'est-ce que tu entends exactement en conditions plus écologiques. Bonne question. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un drift diffusion model. Au début, ça a été conçu pour les tâches en perception, comme ça, exactement pour ce genre de tâches-là. Ça marche très très bien, c'est très robuste.
Ça a été testé sur des tâches un peu plus complexes. De mémoire, ça fonctionne bien. Moi, ce que je veux dire, c'est que, bon, par exemple, moi, j'ai joué avec une tâche un peu de ce genre-là, avec des informations, celle que je vais présenter en fait. Ce qui va se passer, c'est que si on est sur des objets plus complexes, on va tendance à faire des modèles un peu plus complexes, et on va se passer de ce mécanisme d'accumulation. On va dire, il n'y a pas besoin de vraiment modéliser comment l'individu accumule l'information en temps réel. On va plutôt chercher à modéliser les croyances, donc à essayer de capturer directement la distribution à la fin. Voilà, donc mais de mémoire, c'est quand même un modèle vraiment bien robuste. Voilà. Ok. Voilà. Ce que ça veut dire, c'est que donc on avait la distribution qui était ici, et en fait là, elle va shifter un peu plus vers la droite. C'est-à-dire que là, la personne elle a beaucoup d'évidence qui montre que la forme auquel le plus d'objets, c'est celle de droite. Et donc ici, les probabilités sont en fait à droite. Et voilà. J'espère que c'est clair. Ce qui amène à prendre une décision finale avec beaucoup de confiance. Donc en fait, ce processus c'est un processus de formation de croyances et de mise à jour des croyances, en fait, décrit par ce modèle. Néanmoins, l'être humain, il opère à partir d'observations limitées. Ça peut être à cause du temps, ça peut être parce qu'on n'a pas accès à tout l'état du monde. Dans un environnement qui est incertain, qui est en constante évolution, donc il y a des régularités systématiques qui nous permettent d'apprendre, mais aussi des irrégularités qui sont en fait le bruit. Donc en fait, il est souvent coûteux, voire impossible de résoudre les problèmes ou des estimations dans le monde de manière optimale. Ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'efforts. Et c'est là où les êtres humains et les animaux ont pas des stratégies comme réponse aux environnements incertains, et c'est là où on arrive aux heuristiques. Je fais un petit détour par les postulats classiques de la rationalité qui vont nous intéresser. Classiquement, jusqu'aux années 70, on considérait que l'être humain était un homo economicus, c'est-à-dire que c'était un agent rationnel, qui était parfaitement informé, c'est-à-dire qui avait accès en permanence à toutes les informations dont il avait besoin pour prendre des décisions, et qui maximisait son utilité, c'est-à-dire son bien-être. Ça, on continue à le conserver, mais il y a eu un changement de paradigme depuis. Et surtout, ce que ça signifie, c'est que les individus ont des préférences qui sont ordonnées. C'est-à-dire, si un individu préfère le chocolat aux fruits et les fruits aux légumes, il devrait préférer le chocolat aux légumes. Les calculs rationnels mèneraient à des choix qui sont alignés avec les préférences. Et si on prend tous ces individus, qu'on en fait un ensemble d'individus, un groupe d'individus devrait se comporter de manière optimale. En fait, ce qui a mené à des théories comme les théories du marché. C'est-à-dire que les agents en pair observent un marché, toute l'information y est directement disponible, et par la concurrence libre et parfaite, en fait, on a une allocation optimale des biens, des ressources entre les individus, qui nous amène à la notion de marché des idées, qui est beaucoup manipulée par Bronner. Et par d'autres, c'est une analogie intéressante, on applique le marché libre à la liberté d'expression, c'est-à-dire l'abondance d'informations, la libre concurrence fait que le meilleur argument devrait gagner. C'est juste un enjeu de réussir à se convaincre les uns les autres, et ça devrait faire triompher la vérité. L'information de meilleure qualité devrait être priorisée, et ça nous permettrait tous de tendre à améliorer le jugement. Ça, c'est un postulat classique qui peut être challengé facilement par les évolutions dans la recherche, mais aussi l'économie de l'attention, par exemple, qui vient biaiser ce truc-là, parce que c'est plus un jeu de vérité, mais de capturer l'attention des individus. Voilà. Et on est maintenant dans un paradigme qui est la rationalité écologique, qu'on doit à Kahneman et Tversky, que vous connaissez sûrement pour les heuristiques et biais, donc les biais de confirmation, c'est le codex des biais cognitifs. Également une théorie que j'ai un peu montrée qui s'appelle la prospect theory, qui est très importante. Ça, c'est le graphe que j'ai montré hier, qui montre que les individus, quand ils essaient d'estimer les probabilités, ils vont jamais... Enfin, il n'y a pas une relation linéaire entre les vraies probabilités et leur perception des probabilités. Notamment si on estime, le cerveau estime qu'il y a 25% de chances que l'individu va avoir tendance à repousser vers il y a 10% de chances que, il y a 0% de chances que. En fait, c'est-à-dire que si jamais on estime que quelque chose est sûr à 80%, on va avoir tendance à se dire ok, c'est sûr à 100%, je peux y aller. C'est un effet qui se passe. Et ça également, il y a une asymétrie, donc les individus ont ce qu'on appelle une aversion à la perte, tendance à maximiser leurs gains, et ils ont beaucoup plus peur de perdre des choses que de gagner des choses, et ça dépend des points de référence. Ce qui veut dire que ce modèle est robuste, même un milliardaire se trouve dans cette situation-là où il y a une forte aversion aux pertes. Bon, je peux m'étendre dessus, c'est pas très important. Et Dual Process Theory, qui a été formalisé dans Système 1, Système 2, le livre de Kahneman en 2011, qui part du principe qu'il y aurait deux systèmes de décision, on en a parlé hier, donc un rapide inconscient automatique, un lent conscient qui demande des efforts. C'est ce que j'appelle une grande idée, parce que dans le rapport de la Banque mondiale en 2015,
La Banque mondiale appelait les décisionnaires à utiliser un mode de pensée système 2 afin d'éviter les erreurs associées avec le mode de pensée système 1. C'est également influencé ce qu'on appelle la théorie des nudges, donc qui a beaucoup été utilisée. En fait, ça influence les politiques publiques, c'est une idée ultra importante qu'il ne faut pas négliger. Voilà, et en fait, le lien qu'on peut faire, c'est que donc Kahneman et Tversky ont travaillé en premier sur les biais cognitifs dans les années 70, mais la partie biais cognitif, on a tendance à l'associer à la partie sujette aux erreurs dans le système 1. Un peu le raccourci qu'on fait. Et le reste serait des heuristiques. Donc les heuristiques sont des stratégies cognitives simples, rapides et frugales, qui consistent à ignorer une partie de l'information pour arriver à une solution rapidement. Pas la solution optimale, mais une solution suffisante. Tandis que les biais, c'est ce qu'on voit comme des erreurs ou des écarts systématiques entre le jugement humain et une norme de rationalité. Pour prendre un exemple, je prends l'exemple d'un genre de baseball qui doit recevoir une balle. Il y a une pression temporelle, il n'y a pas le moyen de calculer la vitesse du vent, la vitesse de course de la balle, etc. Il faut trouver un moyen rapide de rattraper la balle. Ça repose sur une heuristique que j'expliquerai après. Les biais, ce serait par exemple l'effet d'ancrage. Vous voyez une tasse à $300, c'est beaucoup trop cher. Si vous voyez une tasse à $1000 et que vous voyez qu'il y a un discount et que c'est en fait à $300, vous aurez beaucoup plus de chances d'acheter cette tasse parce que l'ancrage se fait sur le premier prix que vous avez vu. Donc voilà, c'est histoire d'illustrer rapidement. Mais donc la question c'est pourquoi est-ce que les individus emploient des heuristiques la notion à laquelle on fait beaucoup appel, c'est le compromis précision-effort. Donc on a souvent tendance à associer heuristique et biais ensemble, à dire les heuristiques et biais. Et l'idée c'est que ce sont des logiciels mentaux rapides, frugaux mais de mauvaise qualité. Et ça repose sur plusieurs postulats. Le premier, donc, c'est que les heuristiques seraient toujours le deuxième meilleur choix. Qu'on les utilise parce qu'on a des limitations cognitives, et que si on avait plus de temps, plus de moyens, accumuler plus d'informations, faire plus de calculs serait toujours la meilleure solution. Ce qui repose sur ce principe de l'évidence totale de Rudolf Carnap, qu'on utilise beaucoup en statistique bayésienne, c'est-à-dire plus il y a d'informations, plus il faut la prendre en compte, parce que c'est ce qui nous permet d'améliorer la précision du jugement. Ces points, ça s'appuie sur l'hypothèse d'un compromis précision-effort, c'est-à-dire plus on fait d'efforts, plus on est précis, mais donc moins on fait d'efforts, moins on est précis, et étant donné des contraintes, si on est limité dans la somme d'efforts qu'on peut mettre en place, on va être forcément limité au niveau de la précision. Donc voilà, la précision serait liée aux efforts fournis. Donc il y a un rapport coût-bénéfice à optimiser. Les heuristiques, elles feraient économiser des ressources au prix d'une perte de qualité. La critique que je vais annoncer, je la tire beaucoup de cet article de Guy Gerenzer et Brighton 2009, qui ont beaucoup travaillé sur les heuristiques et biais à la suite du mouvement initié par Kahneman et Tversky. Donc très bon article si ça vous chante. Donc est-ce que les heuristiques sont toujours le deuxième meilleur choix ? Donc je prends la situation, cette fois-ci c'est une personne qui fait du volleyball, qui voit une balle arriver, et la question c'est il y a un temps limité, il faut réussir à intercepter la position de la balle. Une des premières solutions, ce serait de calculer la vitesse de la balle, calculer sa propre vitesse. Oui. Je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire, que c'est toujours le deuxième meilleur choix. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est suboptimal par rapport à un autre choix ? C'est ça serait suboptimal par rapport à prendre en considération toutes les informations disponibles. Voilà. On dit pas juste que les heuristiques sont pas le meilleur choix, je comprends pas pourquoi le deuxième. Parce qu'il y a quand même parce qu'il y a quand même une efficacité là-dedans. Ouais. C'est le deuxième meilleur choix dans le sens où c'est le moindre malheur. C'est efficace, mais si on pouvait tout prendre en compte, on serait encore plus efficace. L'exemple de ce volleyballeur, c'est prendre en compte toutes les informations. Ce serait prendre en compte la vitesse de course, la vitesse de la balle, le sens du vent. Ce serait prendre en compte, si, alors, la résistance de l'air, la vitesse, la direction du vent, la rotation de la balle, la vélocité, enfin bref. En gros, faire une équation différentielle pendant qu'on court. Personnellement, je n'ai jamais réussi, je ne sais pas en faire une, quand j'ai tout le temps du monde. Donc là, ce qui est en fait utilisé par l'être humain, c'est plutôt essayer de calculer l'angle. En fait, il y a un calcul de l'angle entre la vision et la balle. Et l'idée, la bonne heuristique pour faire ça bien efficace, c'est de courir en maintenant l'angle constant. Ah ouais. Ouais. Quand on regarde comment est-ce que il me semble que c'est des oiseaux qui chassent des proies, ils emploient ce genre d'heuristique. Il me semble que le papier cite également l'expérience sur des chiens qui doivent attraper des frisbees. Ils emploient cette heuristique aussi. Beaucoup plus efficace. En fait, c'est aussi efficace et moins exigeant qu'un calcul basé sur plus d'informations. Il n'y a pas besoin de faire des quotients différentiels.
Pour le baseball, il me semble aussi que ça a été documenté, cette heuristique-là. Comment ils ont testé ça? Genre, Ils ont collé un rapporteur. c'est quoi ça? Non, mais le Bonne truc question. de l'œil, je vois à peu près Ouais. avec un suivi oculaire ou des trucs comme Ouais. ça. Mais le truc des équations différentielles, comment tu peux faire à des gens Ah ben non, personne ne fait d'équation différentielle. Personne ne fait ça. Mais du coup, comment on sait que c'est moins efficace? Enfin, comment on sait que c'est aussi efficace? C'est ça ma question. C'est une hypothèse ou c'est... A priori, l'efficacité des équations différentielles, elle est plutôt plus ou moins certaine. Tu pourras déduire la position de la balle en faisant des équations différentielles. Donc, les heuristiques sont des réponses fonctionnelles à l'incertitude environnementale. Point important, ça consiste à ignorer des informations. En gros, la notion, c'est modèle complexe, on prend toutes les informations en compte, versus heuristique, qui est un modèle simple, voire en neurosciences, on appelle ça modèle free, il n'y a pas de modèle employé du monde. Et par le fait d'ignorer des informations, on peut quand même arriver au même résultat, c'est-à-dire arriver à un même taux de succès. C'est efficace en termes de calcul computationnel. En fait, là, il n'y a pas vraiment de computations c'est minime. Et ça aboutit à des solutions satisfaisantes. Donc, une fois, j'insiste sur ça. Goodenough, solution satisfaisante. Et après, j'expliquerai les limites des heuristiques. L'intérêt, c'est de décortiquer ça. Donc, c'est adapté. C'est optimal dans certains contextes environnementaux et ça ne l'est pas dans d'autres contextes. Évidemment, si jamais on est là face à un oiseau, par exemple, l'heuristique ne sera pas effective parce que l'objet suit des accélérations dans le temps. Ouais. Est-ce qu'on peut faire le lien avec, avec la psychologie écologique de la perception, avec l'idée qu'en gros, parce que là tu dis il y a peu de computation, voire pas du tout, parce qu'il y a des théories qui font l'économie de la représentation en psychologie de la perception. Là, l'idée qu'en gros, c'est le concept d'affordance. Je sais pas Ouais. Est-ce qu'on peut faire le lien avec, du coup, il n'y a pas de computation, donc en fait ça va très vite, et du coup, il n'y a même pas de représentation de la balle, Ouais, moi j'aurais tendance à dire que ça se situe à ce niveau-là. Ouais. Effectivement, en fait, il n'y a pas besoin de passer ça vers des structures complexes. Effectivement, tu peux te contenter des décisions simples, ce qui fait que c'est des décisions rapides. Et par exemple, si on prend l'exemple de la voiture, il y a beaucoup de réactions qu'on a, on n'a pas le temps de les conscientiser, mais on n'a pas besoin de les conscientiser aussi. Oui. Mais de ce que je comprends, la neuroplasticité aussi, il y a un truc où un enfant, il va prendre beaucoup plus de temps à analyser les trucs et donc se prendre la balle sur la tronche, alors qu'un sportif de haut niveau va pouvoir justement faire ce calcul-là beaucoup plus rapidement. Et tout à fait. Ce travail d'heuristique, il va évoluer dans le temps. Tout à fait, ouais, c'est de l'entraînement, simplement. Ouais. Je vais enchaîner parce que les heuristiques, c'est que la première moitié en fait, de la présentation. C'est d'avancer. Donc, deuxième challenge, c'est est-ce que plus serait toujours préférable? Donc, pour rappel, première raison du recours à l'heuristique, c'est ce compromis précision effort. Il y a un effet qu'on appelle less is more, c'est-à-dire ignorance sélective, où on peut démontrer qu'en fait, quand on ne prend pas en compte des informations, on fait des meilleures prédictions. Ça, c'est un graphe donc la température ici à Londres sur l'année 2000. Donc on a tous un modèle de la température, il y a ce qui fait plus froid en hiver et plus chaud en été. Donc on va essayer une distribution des températures au fur et à mesure des jours. Si jamais on devait prédire la température en 2001, on pourrait entraîner un modèle sur ces données-là. Si jamais on emploie un polynôme du troisième degré, c'est là où si jamais des matheux veulent intervenir, n'hésitez pas. L'idée c'est qu'on va passer par un certain nombre de points qui vont permettre de décrire la courbe à partir, si je ne me trompe pas, de 3 moments. Mais bref, en gros on voit que la courbe elle est relativement simple. On peut faire un polynôme du 12e degré qui va passer par plus d'ensemble de points, et donc on a cette forme-là, ce qui va permettre de bien décrire la température au cours de l'année 2000. La question c'est, est-ce que la température au cours de l'année 2000 est prédictive de la température au cours de l'année 2001 ? Il y a plus de chances que ce qui explique le mieux l'année 2001, c'est il fait froid en hiver, il fait chaud en été, plutôt que, alors à tel moment, au tout début de l'hiver, il fait froid, puis à un moment il fait un peu plus chaud, puis après il fait plus froid, puis il fait plus chaud, puis... Non, ça c'est lié à des irrégularités de l'année 2000 à Londres spécifiques, mais pour une règle générale, on se contente des régularités. Et donc là, prendre moins d'informations en compte, cette ignorance sélective décrit beaucoup mieux ce dont on veut parler. Si j'ai bien compris, Oui. en prenant un modèle plus compliqué, tu vas capter du bruit au lieu de capter du signal. Quoi. Exactement. En fait, il y a un point à partir duquel, selon ce qu'on veut prédire, et encore une fois, il y a des situations où c'est pas le cas, mais j'expliquerai après, mais en général, dans certaines situations, il y a un point à partir duquel plus d'informations, ça peut devenir préjudiciable, ça peut diminuer la précision. Le troisième point, c'est sur les limitations cognitives. En fait, un modèle qui prend en compte toute l'information, ça ne garantit pas une bonne performance.
En fait, c'est ce que je disais, le modèle peut simplement absorber des variations qui sont non systématiques, c'est-à-dire apprendre sur peut-être qu'il y a eu un événement qui s'est déroulé à Londres, mais qui ne s'est pas déroulé à Birmingham, et dans ce cas-là, ça décrit même pas la température en Angleterre, donc encore moins une tendance générale de la température dans le monde. Vite fait, aparté sur question de underfitting, overfitting, mais en gros, ce qui se passe, c'est que le polynôme au deuxième degré, il est capable d'apprendre sur les données observées. Donc si jamais on regarde l'erreur à partir des données observées, l'erreur est très faible. Quand il est question de prédire des données non observées, se baser sur un modèle complexe comme ça va introduire de l'erreur par rapport à un modèle plus simple. Donc en fait, quand on parle de prédiction, c'est employer un modèle qu'on a et l'appliquer à des données qu'on n'a pas forcément encore observées ou on n'a pas encore observé le vrai état du monde. Voilà. Donc c'est des questions aussi de faible variance, forte variance. En gros, l'idée c'est que Polynôme 3, c'est faible et fort, moyenne précision, mais ça permet d'avoir une bonne prédiction sur un état du monde non observé. Polynôme deuxième degré, c'est fort et fort, parce que beaucoup de données. Précision moyenne, mais faible prédiction à des données non observées. Ok, donc c'est très abstrait. L'intérêt maintenant, c'est de prendre un exemple concret. Et pour ça, je vais prendre l'exemple d'une heuristique qu'on appelle Take the Best. Heuristique de la famille One Good Reason, mais en gros l'idée c'est qu'on va, plutôt que de chercher à complexifier les choses, on va juste s'intéresser à est-ce qu'un indice est présent ou absent. Et l'idée c'est d'employer des règles, une règle de recherche où on cherche à trouver un critère suffisamment prédictif. Une fois qu'on est capable de décider s'il est suffisamment prédictif, on s'arrête, on prend la décision. Très simple. Ça donc je tire encore une fois de Gigi Razor et Brighton et d'une présentation, mais en gros l'idée c'est imaginons on veut prédire qu'est-ce qui permet de déterminer si une ville allemande, quelle ville allemande a la plus forte population. Si on prend plusieurs critères, l'idée c'est de se dire, ok, entre Berlin, Cologne, Francfort et Munich, on va considérer le premier indice non examiné le plus valide. Par exemple, est-ce que la ville contient une équipe de foot? Munich et Francfort, oui, c'est pas discriminant. Est-ce que c'est une capitale fédérale? Munich est une capitale fédérale, Francfort non. Mais là, on observe Berlin, il y a plus de population, c'est aussi une capitale fédérale, ok, c'est pas suffisamment discriminant. Et on avance comme ça jusqu'à, est-ce que c'est une capitale nationale? Il n'y a qu'une capitale nationale, c'est Berlin, on peut se contenter de ça. Autrement dit, si on veut déterminer si une ville dans un pays est la plus grande, une très bonne heuristique, c'est simplement de se demander est-ce que c'est la capitale du pays. Donc l'idée en fait c'est ça, c'est essayer de trouver le premier indice discriminant et est-ce qu'il est suffisamment... le premier indice discriminant, est-ce qu'il est valide ou pas? Tant qu'on n'a pas trouvé le bon, on passe à un autre. Et on n'a pas besoin de faire des modèles complexes, on se contente simplement de présent, absent, etc. Ouais. Finalement, c'est un petit peu le jeu des anecdotes, de trouver le truc. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Qui est derrière l'anecdote, il faut trouver la bonne question plutôt qu'en faire plusieurs. C'est exactement ça. Donc on va faire du tech de best, on a déjà fait du Vous avez déjà fait du tech de best. Tout à fait. Non mais c'est ça en fait, l'idée c'est que c'est des choses qu'on emploie sans s'en rendre compte, mais oui. C'est ça qu'on appelle les arbres décisionnels ou pas? Je pense que c'est une forme d'art décisionnel, ouais. On va dire qu'on take the best avec le verbe. Donc, ça c'est... Il y a des gens qui ont fait des papiers pour essayer de faire une compétition entre le heuristique take the best et des modèles plus complexes, backpropagation, clustering, etc., enfin des modèles comme ça, pour prédire la population d'une ville. Take the best fonctionne très très bien pour prédire beaucoup de villes, c'est très efficace, computationnellement parlant, ça marche bien. Maintenant, c'est peut-être que ça s'applique uniquement aux populations d'une ville. Il y a un papier qui s'intéressait à quel cas est-ce que ça s'applique. Donc l'idée c'est de pouvoir calculer le salaire d'un professeur, la biodiversité, la consommation de carburant, etc. avec des heuristiques simples et des modèles complexes. Take the best fonctionne bien, c'est un modèle frugal qui contient peu de paramètres. C'est un modèle qui fit bien les données existantes, qui prédit bien les autres données. Néanmoins, ça nécessite des conditions particulières. Il faut que l'environnement soit hautement prédictible. Autre composante essentielle, c'est la notion de redondance élevée. C'est-à-dire que pour que cette heuristique fonctionne, il faut que, take the best, il faut que l'indice gagnant corrèle beaucoup avec d'autres indices. Il faut que l'indice gagnant, par exemple, est une capitale d'un pays, ça corrèle avec d'autres indices prédictibles, tels que capitale d'un État, ou possède une équipe de foot, ou voilà. Tu peux réexpliquer, je suis pas sûr de bien comprendre. Pour que les heuristiques sont très efficaces dans des situations où l'environnement est quand même hautement prédictible,
C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de données abondantes, et c'est pas une situation trop complexe à évaluer. Également, il faut qu'il y ait cette notion de haute redondance, c'est-à-dire qu'il y a une forte corrélation entre le meilleur indice et d'autres indices qui ne sont pas les meilleurs pour prédire, mais qui prédisent suffisamment bien. Typiquement, une capitale d'un État, ça corrèle bien avec est une capitale d'une région, possède une équipe de foot, voilà. Si ces deux situations sont faiblement prédictibles et faiblement redondantes, les heuristiques ne sont pas efficaces, il vaudra mieux un modèle complexe. Voilà. Donc il y a des situations forcément dans lesquelles les biais permettent de meilleures inférences. C'est quand l'information est rare, c'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisamment abondante, quand elle est dégradée, incertaine, complexe, bruitée, et que l'environnement est suffisamment prédictible. Dans ce cas-là, il y a une supériorité prédictive des biais. Il y a une robustesse à l'incertitude parce que l'heuristique consiste à ignorer de l'information. Oui. Tu as écrit biais, mais c'est heuristique, j'imagine. Alors, ah oui, peut-être que je ne l'ai pas rendu suffisamment explicite. Oui, j'ai modifié ma slide. Alors, point très très important. Les biais sont une composante de l'heuristique. Okay. En fait, là, quand on ignore de l'information, on applique un biais. D'accord ? Le fait d'ignorer de l'information, c'est se biaiser, et c'est parce qu'on se biaise que l'heuristique permet une meilleure prédictibilité. En fait, ce qui va se passer, c'est, imaginons là le polynôme du troisième degré. Oui. Tu veux finir ta phrase ? Peut-être, je sais pas, vas-y. Attends, je retrouve ma question. Oui. Est-ce que les biais sont nécessairement involontaires ou pas ? Alors, a priori, tu peux appliquer une heuristique de manière consciente. Ok, parce que du coup, j'ai l'impression que dans ce cas-là, si on dit que les biais sont volontaires, mais qu'on applique des heuristiques en se débarrassant des trucs superflus, à ce moment-là, c'est une heuristique sans biais. C'est une heuristique, pardon ? Sans biais. Des biais, non, en fait, le fait de se débarrasser, le fait d'ignorer délibérément, c'est appliquer un biais. En fait, je ne l'ai pas mis, mais on peut en reparler. Il y a des papiers qui critiquent donc la notion de système 1, système 2, où on dit c'est quoi, c'est automatique, inconscient, etc. Il y a moyen de montrer qu'une décision peut être inconsciente mais intentionnelle, ou inintentionnelle mais automatique. Et en fait, ce modèle système 1, système 2 qu'on a conservé, finalement il ne tient plus aujourd'hui. Mais je ne voulais pas trop complexifier la présentation. Mais en gros, l'idée c'est que le polynôme du troisième degré, il applique un biais dans le sens où il ignore de l'information et il va systématiquement se tromper, mais un peu par rapport à la cible. Si jamais on prend si on a un polynôme du 12e degré, en fait, il va faire des prédictions qui vont dépendre de tellement d'irrégularités qu'il va y avoir une dispersion autour de ce qui nous intéresse. Là, le biais permet d'améliorer la précision. En fait, le biais, c'est le fait d'ignorer de l'information. Voilà. En simplifiant, les heuristiques introduisent un biais, ça réduit l'instabilité des prédictions et ça améliore la robustesse et la généralisation des situations similaires. Encore une fois, ça fonctionne en situation d'incertitude. Il y a plein de fois où avoir un modèle complexe est beaucoup plus efficace. Voilà. Et en complexifiant, en fait, le modèle, ça réduit le biais. Le problème, c'est que ça devient beaucoup plus sensible au bruit. Si on a un modèle entraîné sur des données très efficaces, typiquement machine learning, là, on va être moins sensible au bruit, en fait, parce qu'on a sélectionné les données, on a des données de bonne qualité, et ça va très bien marcher. Voilà. Donc, les biais empêchent de meilleures inférences par je me suis trompé, c'est pas versus heuristique, c'est versus modèle complexe. Quand l'information est suffisamment abondante, certaine, claire, et ou quand on a la possibilité de mobiliser beaucoup de ressources, ou quand on fait du machine learning, le modèle complexe va être beaucoup plus efficace. Et donc beaucoup de situations, si je reviens à l'exemple d'avant, des décisions sur la prédiction de marché, on emploie les gens dont c'est le métier emploient des modèles complexes. Dans les tours de contrôle, pareil, ils emploient des modèles complexes. En poker, il y a des gens qui ont des applications qui permettent de les aider à la décision. Typiquement Météo France, ou prédire le changement climatique, ça emploie des modèles complexes et précis, donc c'est beaucoup mieux qu'une heuristique. La preuve, la résistance à l'idée qu'il y a un changement climatique. Donc voilà. Maintenant que j'ai abordé ça, on va essayer de s'intéresser à comment est-ce qu'on évalue des informations complexes. Ce qui me permet d'aborder... en fait, je ne vais pas nécessairement reprendre les notions d'heuristique et biais, mais je vais plutôt m'intéresser maintenant à des informations complexes type informations médiatisées, et revenir sur des notions que j'ai vues comme les notions de marché des idées, est-ce que les individus recherchent toujours à maximiser la vérité, genre de trucs là. Ça c'est un exemple qui date de 2022, donc c'est plus trop à jour, mais Macron en 2022 avait accusé la Russie de faire de la désinformation en Afrique, et en fait maintenant il y a Meta qui annonce avoir démantelé des réseaux de désinformation d'origine russe et chinoise,
puis la Chine apparemment, je crois que c'est la Chine qui pense qu'elle subit une désinformation de la part de la Russie. Enfin, il y a un gros enjeu de désinformation, tout le monde s'attaque, tout le monde lance des trucs. Voilà. Donc je vais commencer par m'intéresser à la notion de désinformation, y compris dans l'histoire. Première chose, les fausses nouvelles, c'est une histoire vieille de 2500 ans, selon Stéphane Lebras. Et surtout, on a l'habitude d'aborder la notion de fake news, où on a tendance à discriminer entre des informations vraies et fausses. Et ce qui est problématique sont les informations fausses. Or, quand on prend l'exemple de l'histoire, très belle transition, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, Sun Tzu, dans son traité, j'ai oublié le nom, mais sur la stratégie, avait l'habitude de... L'art de la guerre, merci. Avait l'habitude de mélanger, de faire un mélange calibré de vrai et de faux pour duper en envoyant un faux message. Historiquement, il y a beaucoup d'accusations mensongères pour susciter de la polarisation à l'égard des chrétiens, des juifs, des étrangers. L'histoire des pamphlets ou des rumeurs sociales ou politiques remonte à très loin. Manufacture de faux documents, manipulation médiatique, propagande, tout ça, ça a trait avec à la désinformation. Et c'est un point sur lequel je reviendrai plus tard. Ce qui est compliqué, c'est il y a de l'incertitude, parce qu'il y a un mélange de vrai et de faux. Et ce qui nous pose problème, c'est ça. En creusant, j'ai trouvé une typologie assez cool de Kapantay et Al 2021, qui reprend pas mal d'études que j'avais moi mobilisées durant ma thèse. Mais en gros, maintenant, dans la désinformation, on considère beaucoup plus que les fake news. On considère les informations fabriquées, le clickbait, les imposteurs, les théories du complot, les fake reviews sur Amazon, etc. Le trolling, qui pose énormément de problèmes en ce moment, y compris aux États-Unis. La pseudoscience, les rumeurs, mais également les rapports biaisés, c'est-à-dire qui prend qu'une seule partie. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a quand même une manière de comprendre quel type de désinformation sert quel motif. Il y en a qui sont un motif de profit, idéologique, psychologique, certains ne sont pas clairs. Le rapport à la facticité, c'est pas seulement c'est vrai ou c'est faux, il y en a qui sont majoritairement vrais, majoritairement faux. Des informations qui sont vérifiables, d'autres non. Ce qui est important là-dedans, c'est que la sélection partielle des faits ou l'omission délibérée du contexte, les biais de cadrage participent de la désinformation. J'ai retiré cette slide, mais il y a des philosophes de la désinformation qui se plaignent de certains rapports journalistiques. C'est-à-dire que en fait, c'est le premier exemple que j'avais pris au tout début du premier cours sur le changement climatique. Lorsqu'on réduit un peu trop l'information issue d'un article scientifique pour la rendre compréhensible, on peut sans s'en rendre compte faire de la désinformation parce qu'on va omettre une partie du contexte, il va y avoir un biais de cadrage. Le problème, il est là, c'est que le rapport à la vérité, on a besoin de transmettre des informations dans les médias, on doit sélectionner, et tout l'enjeu de savoir comment est-ce qu'on fait. Bref, c'est pour illustrer ça. Deuxième typologie intéressante, c'est Heimer, Amier et Brassard, qui, eux, essaient de resituer ce qui est authentique, ce qui est la mésinformation, la désinformation, de la malinformation. Donc c'est une autre façon d'intégrer tout ça. Par contre, il n'y a pas de typologie consensuelle à ma connaissance, mais les idées principales se retrouvent ici. Voilà. Ce qui m'amène... Oui. Beaucoup tes petits ronds. Merci, ce n'est pas à moi. J'ai copié, de manière éhontée, j'ai copié de l'article. Je ne prétendrai pas à faire un graphique aussi élégant. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que je reviens à la question de l'incertitude. Comme je dis au niveau des heuristiques et des biais, c'est en situation d'incertitude, quand il n'y a pas la possibilité de mobiliser des modèles complexes, que l'individu va être amené à employer des heuristiques qui sont parfois efficaces, parfois inefficaces. Et la question de l'incertitude est un peu le cœur du problème. Dans ma recherche, je mobilisais ça, cette manière de catégoriser les fake news selon deux dimensions, qui sont également reprises par Kapantay. Tandoc, il est ici. Donc les deux dimensions importantes, c'est l'intention de tromper. Selon l'intention de tromper, on fait de la désinformation ou pas. Et le niveau de facticité. Là où c'est important, c'est que si on prend par exemple la parodie, le niveau de facticité est très faible, ça ne correspond pas aux faits, l'idée c'est d'imiter les faits, mais l'intention de tromper, elle est absente, on est là pour voir un comedy show. De la même manière pour la satire, le niveau de facticité est élevé, mais il n'y a pas de volonté de tromper autrui, donc ce n'est pas de la désinformation. Là où c'est problématique, oui.
sur ça, c'est les définitions qui sont utilisées dans ton domaine, c'est ça? Parce que j'ai participé à un colloque sur la désinformation et justement, moi j'étais très en désaccord parce qu'il y a une étude sur la désinformation en ligne et ils incluaient la parodie dans la désinformation, la parodie de l'humour dans la désinformation. D'accord. Moi, je trouve que c'est pas du tout le cas, quoi. Je suis d'accord avec toi. Parce que ils disent, en fait, sur certaines personnes en sciences de l'infocom, disent que malgré tout, la parodie peut faire passer des mauvaises idées, mais pour moi, c'est pas l'intention de base. Et en fait, là, on est sur la variante entre émission du message et réception du message. Tout à fait. Ouais, non, mais je suis à 100% d'accord avec toi. Je dirais, est-ce que je l'annonce là? Oui, en fait, je l'annonce après. Oui. Ouais, c'est pour répondre à l'édition. Vas-y. C'était effectivement pas consensuel, mais je confirme que du coup, moi qui enseigne aux autres journalistes à réagir à la désinformation, je l'enseigne comme ça, exactement, avec intention de véracité. Cool. Et du coup, je leur fais travailler sur les stats de cette façon. Ok, bah parfait, bah, c'est cool, parce que j'étais pas... Moi, je sais que l'article a été cité peut-être 300 fois, donc c'est pas non plus énorme. Moi, je l'ai employé dans ma thèse, pour des raisons, et je vais terminer la slide, après je prends ta question. C'est que en termes d'implication, il y a la notion d'incertitude, la complicité des récepteurs. Quand on va à un show, on sait qu'on est là pour rigoler et on est complice. Le problème, c'est quand on va par exemple sur des réseaux sociaux, une vidéo issue... en fait, ce qui va poser problème à la limite, ça va être la question du trolling, où ceux qui font du troll vont dire « oui, mais c'est une blague », et en fait l'intention, elle est très difficile à lire pour ceux qui ne sont pas complices. C'est là où ça peut être problématique. Et en fait, plus l'incertitude à propos d'une ou des deux dimensions est grande, plus c'est difficile de discriminer le vrai du faux. Voilà, c'est là où moi je te rejoins, c'est le gros problème, c'est quand on a du mal à distinguer quand il y a une incertitude sur l'intention. Je vais essayer de speed un peu, parce qu'il y a quand même des notions que j'aimerais aborder. Bon, vite fait, ça, mais vous en doutez sûrement, Pénicaud et Kerrand, qui sont deux auteurs prolifiques dans la désinformation. Quand on a un parti pris partisan et qu'on est face à des informations partisanes, plus ces informations sont concordantes avec nos croyances ici politiques, plus on a tendance à leur faire confiance. C'est-à-dire le simple fait que d'avoir une affiliation et d'avoir une tendance à s'intéresser à ces informations va faire qu'on va leur faire confiance. Les individus qui sont entre guillemets plus réflexifs vont avoir tendance à eux moins croire les informations de manière générale. Néanmoins, autre effet intéressant à prendre en compte, c'est que chez les individus qui évaluent des informations partisanes, mais qui eux-mêmes sont intéressés, qui eux-mêmes sont partisans, la capacité à discerner le vrai du faux est plus élevée que chez ceux qui sont moins intéressés par les informations partisanes. Entre guillemets, c'est pas parce qu'on a des croyances fortes et qu'on est impliqué dans un type de croyance qu'on va se faire leurrer, qu'on va beaucoup se faire leurrer. En fait, au contraire, chez les partisans, il y a une tendance à monitorer, à chercher, à discerner le vrai du faux dans les informations. Donc, voilà. Oui. Non, mais du coup, je me suis fait engueuler par Richard. Oui, moi aussi. Ouais, merci. Ok, donc je reviens un peu sur... pour rendre ça plus concret, je reviens sur mon étude. Vous avez vu la première partie. Ce que j'ai évalué, donc là on a 3 types d'informations. Par exemple, la première sur la démocratie. En tout, 56 partis européens dont les opinions diverges se sont unis derrière la révolte contre l'autoritarisme de Bruxelles. L'État a acheté une 60aine d'hôtels Formule 1 destinés aux demandeurs d'asile, où le Conseil supérieur des programmes auditionne aussi des climato-sceptiques pour ses recommandations à l'enseignement de climat à l'école. C'est le genre d'informations que j'ai demandé aux gens d'évaluer, c'est-à-dire sur la démocratie, l'écologie et la justice sociale, qui sont plus ou moins précises, et surtout sur lesquelles c'est difficile d'attendre des gens d'être experts. On peut pas... on se plaint de la désinformation, mais partir du principe que tout le monde est bien informé, c'est déjà un parti pris. L'idée là, c'était de prendre un ensemble d'informations variées, en partant du principe que les gens ne peuvent pas être experts de tout. L'idée, c'est de voir, en fait, sur cette moyenne, comment les gens se comportent. Et je m'étais intéressé donc à l'effet de l'ambiguïté, la précision du contexte et la capacité d'une information à donner l'impression qu'il y a consensus ou pas. Et première chose, c'est que plus une information est imprécise, ou plus on a l'impression qu'elle est polarisante, moins les gens vont la juger comme vraie. Effet ultra robuste, donc c'est ce que je disais dans le premier cours, si une information a cette ambiguïté, on va partir du principe que cette information est fausse. Oui. Comment tu différencies les informations partisanes des informations non partisanes? Parce que typiquement celles-ci, elles sont chargées quand même
mots-clés qui vont toucher la sensibilité des partisans? Alors, les thématiques dans l'ensemble, justice sociale, démocratie, écologie, effectivement, il y a une corrélation avec le fait partisan. Dans la littérature partisan, ça va être typiquement, en fait, j'ai choisi ça parce que globalement, il n'y avait aucune étude qui ne s'intéressait aux informations non politiques. Souvent dans la littérature, enfin tout le temps dans la littérature, c'est on prend des gens qui sont affiliés au Parti démocrate ou républicain, on leur demande d'évaluer des informations démocrates ou républicaines. Là, c'est de la partie donnée. Ici, du fait qu'il y a énormément de variabilité, de variété dans ce qui est lié à l'écologie, ça nous permet de dissocier et de dire que dans l'ensemble, on s'attaque moins à quelque chose qui est lié à l'identité individuelle et plus à une variabilité estimée. Ok. Donc, une plus forte imprécision signale la fausseté, une plus forte tendance à polariser, ou perception de tendance à polariser, signale la fausseté. Par contre, ce qui se passe, c'est que une information fausse qui est précise, les gens auront tendance à l'évaluer comme étant vraie. Or, cette information est fausse, donc il y aura beaucoup plus de difficultés à discerner la véracité. Exactement le même effet, même beaucoup plus fort pour une information qui a l'air polarisante. En fait, le énorme effet ici, si une information a l'air polarisante, c'est-à-dire si les individus ont la perception que l'information fait soit consensus, soit gros dissensus, ça va énormément influencer leur perception de la véracité et ça va les induire en erreur. J'ai testé ça et j'ai comparé avec l'âge, le niveau d'études, le genre. Comme je vous avais dit, j'ai demandé aux gens d'évaluer des organisations sur... il y avait Greenpeace, il y avait Génération Identitaire, il y avait les FEMED, etc. La proximité idéologique entre un individu et une organisation ne prédisait pas la capacité à discerner ou à se tromper. Ça, l'effet est très très fort, très très robuste. Et si vous êtes curieux, je vous invite à lire l'article sur Communication Psychology. Voilà, je crois qu'il me reste pas... Ah oui, j'ai pas su... Enfin, comme il y a des interruptions. Encore 5. Ok, j'essaie de speeder. Donc maintenant qu'on a ça, quand on est face à une information, imaginons celle-ci, ce qui se passe, c'est qu'on ne part pas comme sur le modèle d'Eridiffusion avec on est indifférent entre si une info est vraie ou fausse. On a été exposé à beaucoup d'informations auparavant qui ont nourri nos croyances, qui vont nous aider en fait à déterminer notre comportement. C'est intégré dans ce que j'appelle beliefs, donc les croyances. Et quand on s'intéresse aux motivations à chercher des informations, il y a 3 grandes catégories de motivation. La première, c'est ce qu'on appelle l'utilité instrumentale, c'est la capacité d'une information à pouvoir améliorer les gains ou diminuer les pertes. Donc, typiquement, ce qui va être lié, je sais pas, à votre job. L'exemple qu'on va prendre, c'est sur des marchés financiers, des trucs comme ça. Une utilité qui va vraiment vous permettre de maximiser votre bien-être directement. Deuxième utilité, c'est l'utilité hédonique. C'est la capacité d'une information à induire des émotions positives ou négatives. Troisième utilité cognitive, c'est la capacité d'une information à faire en sorte que votre modèle du monde se rapproche de la réalité du monde. Ce qui est un peu plus lié à la notion de curiosité, etc. Et en fait, quand l'individu doit choisir s'il va poursuivre une information ou pas, il va estimer la valeur sur ces 3 dimensions. Donc une information peut avoir une forte valeur utilitariste, mais également un peu hédonique et un peu cognitive. Et en fait, en pondérant ces 3 dimensions, l'individu va se dire « Ok, cette info, que je n'ai pas encore explorée, hein. La question c'est, je ne sais pas si je l'ai rendu clair, mais l'idée c'est on lit une information, on se demande est-ce que je dois explorer plus d'informations ou pas. Ça va être basé sur, ok, j'anticipe à l'avance la valeur que me donnera, la valeur de chercher plus d'informations. Okay, la valeur de cliquer sur l'article que j'ai vu sur mon feed Twitter, j'ai vu une news headline, je me demande si je clique ou pas, pour expliquer si les gens vont cliquer, ils vont estimer la valeur instrumentale, hédonique ou cognitive de l'information qu'ils n'ont pas encore vue, qui sera contenue dans l'article. L'idée c'est d'anticiper à l'avance, de faire une prédiction de la valeur, de rechercher plus d'informations. Et donc il va y avoir une somme entre ces 3 dimensions qui donnerait une valeur positive, négative ou nulle. Et selon ça, les individus vont chercher de l'information ou éviter l'information. Donc là, je reviens sur la notion de marché des idées, le fait que l'individu cherche à maximiser la vérité. En fait, on se rend compte qu'il y a d'autres dimensions que chercher à maximiser la vérité qui rentrent en compte dans la recherche. En fait, si la valeur totale est positive, il y a une raison de rechercher l'information, ça va m'apporter quelque chose de positif, ça va m'aider à prendre des décisions, ça va améliorer mon modèle du monde, je vais cliquer. Si la valeur est négative ou nulle, on va éviter ou ignorer l'information. J'insiste énormément sur ce point.
Comme je l'ai dit dans le premier cours, la valeur d'une information, c'est lié à sa capacité à diminuer l'incertitude sur le monde. C'est estimé par l'individu. D'accord ? L'individu estime la capacité d'une information à diminuer l'incertitude. Il y a des raisons pour un individu de conserver l'incertitude. Si jamais, je ne sais pas, par exemple le cas de l'abbé Pierre, il y a des individus qui peuvent vouloir éviter de l'information sur l'abbé Pierre parce que c'était une figure qui a eu d'influence. Et peut-être que ces personnes sont dans le déni parce que justement, ils anticipent, donc ils ont beaucoup d'affect, et ils anticipent que rechercher plus d'informations sur l'abbé Pierre va induire énormément d'émotions négatives. Et donc il y a une volonté d'éviter. Si je reviens sur cette tâche-là, la première, où il y a la possibilité de rechercher de l'information, ça a une valeur instrumentale parce que dans le laboratoire, généralement, en fonction des performances, on va récompenser les gens. Ici, il vaut mieux rechercher de l'information pour prendre une meilleure décision, pour améliorer ses gains dans le contexte de l'expérience. Il y a d'autres expériences qui ont montré que lorsque les individus jouent avec de l'argent et qu'il y a la possibilité de rechercher de l'information, mais qui n'affecte pas leur capacité à prendre des décisions, les individus vont vouloir rechercher de l'information quand ils s'attendent à avoir des gains, mais quand ils s'attendent à des pertes, ils vont éviter de rechercher plus d'informations. Utilité hédonique, ça a un effet sur les affects, et pourquoi pas cognitive, si jamais on part du principe que ça va améliorer leur modèle de comment prendre des décisions dans le monde. Exemple beaucoup plus concret, j'en ai un peu parlé hier, un gros problème en santé, c'est la tendance à certains individus à éviter les informations médicales, y compris à éviter les dépistages du cancer. En fait, chez les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, lorsque les personnes perçoivent un fort risque chez eux d'avoir un cancer, ces personnes vont éviter d'aller se faire dépister parce qu'elles anticipent qu'elles recevront une information négative, elles anticipent des affects négatifs, et cette anticipation fait qu'elles vont éviter. Depuis au moins 20 ans, je crois que le taux de personnes qui évitent, c'est au moins de 15% de la population adulte qui évite les dépistages du cancer du côlon, de la prostate, du sein, etc. Donc énorme enjeu de santé, puisque ça a des conséquences. Il me semble que c'est la dernière slide. Encore une fois, je reviens sur mon étude, sur la capacité des gens à rechercher de l'information. J'avais dit une fois, plus le bruit est élevé, plus la confiance est faible, le choix de revoir l'information est important. Les news, c'est complexe à traiter. Plus une tâche est difficile, moins la confiance prédit la capacité à détecter si une information est vraie ou fausse. Et nous, on l'a vu tout à l'heure, plus l'information est ambiguë, plus la confiance est faible. Donc dans cette tâche, voilà, je rappelle, les gens n'étaient pas bien calibrés durant la tâche. Le gros problème, c'est que la capacité des individus à rechercher de l'information est intrinsèquement liée à leur confiance dans leur évaluation. Donc si les gens ont une confiance qui est décorrélée de la performance réelle, mais que cette confiance est ce qui les amène à rechercher plus d'informations, et dans cette étude, la confiance était le meilleur prédicteur pour expliquer ce qui fait que les gens recherchent de l'information. Ça amène les gens, encore une fois, étant donné ce contexte d'information varié, complexe, où il n'y a pas forcément d'expertise et tout, ça amène les gens à mettre en place un comportement de recherche d'informations qui, pas seulement qui est non optimal, c'est qu'il est inutile. Ça peut amener à rechercher plus d'informations sur des sujets qu'on connaît déjà, mais où on sous-estime nos compétences, à pas suffisamment rechercher d'informations sur des domaines où on est surconfiant, et c'est extrêmement détrimental. Voilà, encore une fois, dans cette étude, il y a un petit graphe qui résume, on a fait des modèles qui essaient de lier un peu toutes ces dimensions, mais qui montrent que l'ambiguïté, ça va avoir un impact sur la confiance et sur la capacité à détecter les vraies ou fausses informations. Et comme ça impacte la confiance, ça va impacter la capacité à rechercher des informations. Et voilà, c'est pour la question. Merci. Oui. Il y a 4 questions, et il y a Lila, Julien, Geoffrey, moi, toi. C'est pas très important, je passe. Ok, on pourra en reparler. Julien Ouais, j'ai 2 questions, je sais pas, peut-être j'en pose une déjà. Tu peux revenir à la slide où tu parles de Pennycook et de la réflexivité? Oui. Parce qu'en fait, je voulais juste apporter un point particulier. Je me rappelle d'un article que j'avais fait sur justement, il y a des gros débats entre Pennycook et notre équipe, je crois, néerlandaise. Ils se tirent un peu la bourre, je crois que c'est Van der Linden, ouais, inoculation et tout. Ouais. Et ils sont pas trop d'accord sur la façon de mesurer la réflexivité / la rationalité, à quel point ça protège de l'adhésion, etc. Donc je voulais juste apporter ça, parce que vu que tu l'as précisé, je voulais juste l'apporter. Oui, tu fais bien de le dire. Ouais, ça vaut le coup d'en parler. Pareil, même Van der Linden, il y a des trucs à dire dessus.
Moi, mon gros reproche, et pour le coup, j'aimerais bien le rendre un peu plus vocal, c'est que systématiquement, il n'étudie que des informations partisanes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu l'article que j'ai fait pour le Cortex, mais en gros, les informations partisanes, ce n'est qu'un subset vraiment petit de toutes les informations qu'on consomme au quotidien. Donc, si le problème de la désinformation, c'est un problème de métacognition et de cognition au niveau général, s'intéresser seulement à cette petite portion d'information, ça va pas apporter des... Il y a des fortes chances que ça ne nous amène pas à trouver des solutions qui sont généralisables à d'autres problèmes. Mais oui, enfin... Un des points de Van der Leyen, ce qui les oppose, c'est que, il me semble, l'équipe de Van der Leyen suggère que c'est plutôt des dispositions qui nous rendent susceptibles que vraiment des capacités cognitives, des styles cognitifs qui nous rendent susceptibles à la désinformation. Ouais, il y a un champ qui s'appelle la psychiatrie computationnelle qui s'intéresse... Enfin bref, il y a vraiment des travaux qui montrent qu'en fonction des affiliations partisanes et de certaines caractéristiques cognitives, des individus vont avoir tendance à vouloir... en fait, c'est les métabeliefs, les croyances sur lesquelles on doit mettre à jour ses croyances. Certains individus vont se dire on doit mettre à jour ses croyances rapidement, d'autres se dire il faut être réfractaire et il faut beaucoup d'évidence. En fait, les deux sont optimales dans des situations différentes. En situation d'incertitude relative, c'est bien de mettre à jour rapidement ses croyances. En situation de stochasticité où l'environnement varie très vite, il vaut mieux garder des croyances plus ou moins stables pour éviter d'apprendre sur le bruit. Et quand on est dans une situation de prospérité qui dure longtemps, il faut être conservateur et conserver ses croyances, parce qu'en fait, les petites irrégularités qu'on a vues qu'on trouve, ce sont des irrégularités en fait. Et donc il y a cette situation-là où c'est des questions de profil cognitif. Et effectivement, aucune n'est meilleure, ça dépend des situations, du degré d'incertitude de la situation. Alors, Geoffrey. Moi je vais juste dire merci, parce que je ne connaissais pas tes travaux et que je trouve qu'ils vont enrichir énormément. Merci, ça me fait plaisir. Je vais avoir à transmettre. Alors je ne sais pas si on parlait de la même équipe et des mêmes recherches, Julien, mais peut-être dit Van der Leyen, et moi je connaissais une étude de Van der Meer et Amliers, du coup. Ok, je connais pas. Mais du coup, qui elle étudiait l'efficacité du fact-checking sur des informations partisanes aussi, mais qui du coup étudiait l'efficacité de l'écriture, du coup, et donc on est dans le paradigme inverse, et en fait ça se corrobore énormément avec ce que tu dis, puisque pour pouvoir justement enlever le facteur d'ambiguïté et maximiser la confiance, les résultats de l'étude font la prédiction qu'il faut que le fact-checker fasse abstraction de sa propre polarisation politique. Et dans ce cas-là, le degré de confiance du lecteur est plus important. Ok, je veux bien que tu m'envoies, si tu me retrouves sur Signal, l'étude, ouais. Très, très cool, ouais, merci. Oui. Ma question à moi concerne Gigerenzer. J'avais lu ses travaux, mais il y a au moins 5-6 ans. Ouais. Je me rappelle qu'il utilisait beaucoup le terme intuition. Qu'est-ce que tu fais du mot intuition? Toi, tu le design, tu l'incorpores, tu t'en fais quoi? Ouais, alors Gigerenzer, c'est plus science comportementale. A priori, le terme d'intuition, ça dépend plus du champ psychologie cognitive et sciences expérimentales. On va le décrire différemment dans les sciences computationnelles, mais donc je suis pas expert de ça, parce que j'ai basculé vers les sciences computationnelles, mais a priori l'intuition, ça pourrait effectivement être attaché à cette notion de calcul rapide, d'heuristique, de décision un peu rapide. Mais si on revient par exemple à l'exemple de quand on apprend à conduire, au bout d'un moment, on arrive à saisir rapidement des indices d'un environnement qui sont très pertinents et très prédictifs de ce qui pourrait arriver. Et là, on repose sur... On pourrait dire... Enfin, moi, je le conçois comme ça. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça dans la littérature, mais on pourrait dire que la capacité à réagir, à saisir un petit élément quand on conduit, et à réagir de manière adaptée en correspondance, ça correspond à de l'intuition, c'est-à-dire cette capacité à analyser rapidement l'environnement, à saisir ce qui est pertinent. Et il y a des travaux... Là, on sort un peu du domaine, mais il y a des travaux qui vont tendance à montrer que pas dans des situations de poker ou trucs comme ça, les individus, quand ils ont l'intuition, qu'ils ont de la chance, en fait, c'est leur capacité à avoir un cerveau qui traite rapidement l'information, à saisir ce qui est pertinent, et à utiliser ce tout petit élément, qui en fait a beaucoup qui explique beaucoup de choses, à l'utiliser et à s'en servir pour obtenir un avantage. Et ça pourrait être une notion d'intuition. Et en plus, à attribuer la bonne confiance, c'est-à-dire à se dire non seulement je repère ça, mais en plus je suis confiant sur le fait que ça m'est très utile. Et ouais, ce qu'on pourrait appeler l'intuition. Je ne sais pas si ça répond à tes questions. Je pose une question, c'est pour abonder dans le sens réagir. J'avais interrogé un chercheur en psychologie de l'expertise
donc sur des médecins, sur des heures d'échec, etc. Et effectivement, ce que dit Valentin me semble assez consensuel dans ce champ-là, dans le sens où effectivement c'est le fait d'avoir l'habitude de repérer des signaux largement très prédictifs et de faire vraiment d'avoir appris en contexte et les décisions très rapides. Ça me correspond dans ce champ-là à l'intuition, ce qu'on appelle l'intuition. Et c'est pas forcément conscient, enfin c'est pas forcément conscientisé. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de situations où il n'y a pas besoin de conscience en fait. Attraper une balle, bon, il n'y a pas besoin de conscience. Moi ça va de respecter le temps et de pas poser ma question. Il en reste une à la limite. Il reste 2 minutes. Tu peux, et Thibaut aussi. Ah ouais, vas-y. Moi je voulais juste pour la population des personnes de plus de 50 ans qui, voilà, parce qu'en fait quand même en prévention en France, on n'est pas bon. Dans d'autres pays, c'est meilleur. Donc je pense que j'aimerais bien juste savoir un peu quelle est la population que ça concerne. Américaine. Très bien. Ensuite, et ma question, oui, sur la désinformation, juste, est-ce que ça concerne que des instances ou des personnalités ou des groupes publics? Parce qu'en fait, une personne qui dit une information qui est fausse qui veut pas faire une mauvaise intention, enfin on a vachement plus accès à des personnes, sur YouTube par exemple, où on recherche une information et où si la personne n'a pas une mauvaise intention, est-ce que vous parlez des informations pour... Alors on parle dans ce cas de mésinformation. D'accord. Désinformation, c'est avec l'intention de tromper. La mésinformation, c'est quand la personne fait circuler une idée. Donc ce qui est autant un problème, mais il n'y a pas l'intention de tromper autrui, il n'y a pas l'intention de profiter d'un avantage qu'on a sur autrui ou d'une faiblesse ou de disséminer une fausse information. Donc il y a forcément ce groupe d'autorité un peu par rapport à la populace ou une personne qui n'aurait pas les codes justement pour connaître la source, etc. Parce que je pense que, je sais pas, l'État, ils ont dit intentionnellement qu'ils voulaient faire chier les gens et les niquer, ils l'ont pas dit. Donc pourquoi est-ce qu'on traite l'intention de quelqu'un, et puis là je dis méta, c'est catastrophique, mais ça pourrait être juste, je sais pas, c'est news. Donc je suis pas sûr de comprendre là où tu vas en arriver. Ah oui. Comment on peut prédire une intention Attends, j'arrive après. Alors, mais si je peux faire mettre un petit élément. Comment dire, il y a le domaine qu'on appelle la game theory, où ce sont des jeux d'interaction stratégique. Il y a beaucoup de situations où stratégiquement il y a un intérêt, comme Sun Tzu par exemple, à duper l'ennemi. En fait, du coup là tu es sur de l'inférence, mais tu peux l'inférer étant donné des incitations à profiter d'autrui. Tu as des situations où quand on joue aux échecs par exemple, il peut y avoir, ou au poker typiquement, stratégiquement, ça peut être optimal de tromper autrui. Bon, mais si tu veux maximiser tes gains quand tu es une entreprise, ça peut être optimal de le faire pendant un certain moment si tu penses que le coût encouru quand tu te fais choper est faible, comme Nestlé par exemple, qui a menti sur les œufs. Enfin voilà. Donc ça s'infère. Il y a des situations aussi, il n'y a même pas besoin de déclarer une intention, où les individus membres d'une organisation vont converger vers le mensonge. Typiquement, ne pas faire remonter certaines informations au chef parce que ça va leur profiter à eux. Voilà, c'est un problème aussi qu'ils ont dans les organisations, c'est le mensonge des employés envers les employés. Si le Dieselgate de Volkswagen, c'était pas ça. La sociologie de la pseudo-science, on s'en sur la question de Thibaut. Voilà. Évidemment. Ouais, on arrête là, on a déjà pris un poil de retard.